Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Il est le plus grand sculpteur de son temps et il est notre invité ce soir. Rencontre avec Marc Petit. Rétrospective sur la production de l'artiste à l'occasion des 10 ans de son musée au Lazaret-aux-Landines. Découverte de la Frogs Dynasty, signée Priscilla Marie Maïzane. Elle est également notre invitée. Enfin, l'art de la sculpture décharnée par Giacometti, une chronique signée Marie-Jo Arriguilandine. Cher Marc Petit, bonsoir et bienvenue. C'est un véritable honneur de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Alors vous savez, le rendez-vous, je vous propose d'entamer cette émission par un tête-à-tête, puis au fil des minutes, nous allons égrener des rencontres. Alors revenons sur votre parcours. Marc Petit, vous êtes artiste sculpteur, vous êtes autodidacte. Oui, plus ou moins. J'ai 2 sculpteurs qui m'ont corrigé après, mais j'ai pas fait l'école, j'ai pas fait les beaux-arts. Et la sculpture, vous l'avez découverte, je cite, en grattant un caillou. Oui, par hasard. Tout simplement. Pour savoir si c'était dur, tout bêtement. Et ce jour-là, j'ai décidé que je deviendrais sculpteur. Voilà, parce qu'on pense qu'on est nombreux à avoir gratté des cailloux, il ne s'est rien passé. Mais oui, écoutez, je sais pas, vous avez vu autre chose. Ça m'est tombé. Ça m'a plu, si vous voulez. Sur le coup, j'ai dit, ça m'intéresse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, on est gamin à 14 ans. À 14 ans, quand même. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Alors, du caillou à vos sculptures, il y a le métal. Oui, alors après, il y a toutes les étapes de l'apprentissage, on va dire. Et le premier sculpteur qui m'a corrigé m'a dit, on commence pas par la pierre. La pierre, c'est pour plus tard, tu verras bien. On commence par un matériau qui permet de chercher donc la terre, le plâtre, la cire, voilà. Et après, la vocation d'une cire pour pérenniser, puisqu'une cire n'est pas pérenne, un plâtre n'est pas pérenne, pour le pérenniser, il n'y a rien de mieux que le bronze. Le choix donc du métal. Donc le métal s'est imposé lui aussi. C'était naturel. C'était naturel, oui, c'était tout à fait. Et puis en plus, il y a le côté, toute ma sculpture est en rapport au temps, si vous voulez. Et moi, l'art éphémère, ça m'effraie complètement. C'est pas possible. Moi, je veux durer, quoi. Je veux que mes sculptures durent. On ne travaille pas pour rien. Oui, ça reste. Et puis je veux qu'après moi, il y ait mes sculptures. J'ai tellement peur de tout ça, si vous voulez. Donc, c'est vrai ? Ah oui, bien sûr, oui. Je crois qu'on le ressent un petit peu aussi dans votre travail. Oui, ma sculpture est véritablement, la grande question, c'est le temps. Alors justement, de prime abord, votre travail semble assez sombre. Mais finalement, à y regarder de plus près, il y a beaucoup de délicatesse, de tendresse, voire d'humour. Oui, bien sûr, mais il y a le premier regard qui est sombre, ça, je ne peux pas le nier, c'est évident pour tout le monde et c'est évident pour moi en tant que spectateur de mon travail. Mais s'il n'y a que ça n'a aucun intérêt, si vous voulez. Si au bout de 6 mois qu'on côtoie cette sculpture, si on en a toujours peur, c'est que ma sculpture est mauvaise. C'est qu'elle n'a rien, elle ne porte pas. Parce que vous savez, pour faire peur aux gens, c'est très facile. Vous faites des gueules ouvertes, des gros yeux, des méchants. Ça pose aucun problème. N'importe quel apprenti sculpteur peut faire peur à tout le monde. Moi, c'est le contraire, c'est peser les choses. Et puis, je suis un homme tendre, c'est vrai. Et cette tendresse, je la charge dans ma sculpture. Et c'est le rapport antinomique qu'il peut y avoir entre ce côté très sombre de la sculpture et de l'image qu'elle véhicule, et ce rapport très tendre qui crée en définitive une énigme. Et la qualité de mon travail, en admettant qu'il en est une, c'est cette énigme. Parce que personne n'a la réponse. Pourquoi ce truc scellé, pourquoi ce truc affreux, pourquoi ce truc qui est sombre, qui est noir, pourquoi il me touche et pourquoi j'y reviens, pourquoi j'ai envie de le côtoyer. C'est ça que vous cherchez, l'émotion? C'est l'émotion, bien sûr. Si vous voulez, on me pose parfois la question, quand est-ce qu'une sculpture est finie? Une sculpture est finie quand elle me fascine, quand elle me touche, quand il se passe quelque chose. Là, à partir de là, on n'a plus rien à faire. C'est vrai? Oui, le travail est fait. Donc il n'y a plus qu'à la livrer au regard des autres. Au regard des autres. Oui, à la donner à voir. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration? J'en ai pas. C'est vrai? Je suis pas. Méfiez-vous des sculpteurs inspirés. Pourquoi? Parce que sculpter, c'est un travail, c'est une chaîne. J'ai été inspiré à 14 ans le jour où j'ai gratté le caillou. Et vu que je savais rien faire, après c'est du travail, il a fallu apprendre à faire un nez, après à faire une oreille, à faire un corps. Et après les questions se posent, mais il n'y a plus d'inspiration. Moi je ne suis pas inspiré, rien ne m'inspire. Ou alors vous, votre attache d'épaule par exemple, votre cou, ça, je dis tiens, ça c'est vachement bizarre et il faudra essayer de s'en servir. Mais ces épaules sont bizarres. Non, vos épaules vont très bien, mais même quand elles vont très bien, ça peut au contraire, si elles vont très très bien, ça peut encore plus m'inspirer parce que je cherche aussi la beauté.
Même si, Merci vos épaules. même si ça ne se voit pas au premier abord dans mon travail. D'accord, donc finalement ce sont des rencontres, ce sont des regards, c'est ça qui vous Oui, porte. oui, oui. Et une personne, je peux juste en un clin d'œil mémoriser cette tête. C'est vrai? Bien sûr. La différence aussi? Eh bien oui, parce qu'on est tous pareils et on est tous différents. Donc quelque chose de récurrent dans votre travail. Et oui, mais on est tous liés par cette obsession qui est le temps. Même Alors, si on n'en a pas conscience. Mon cher Marc, j'aimerais maintenant qu'on parle de votre musée, le musée Marc Petit en Corse. Il fête ses 10 ans. Oui. Félicitations, joyeux anniversaire. Oui, mais ça va être magnifique. C'est merveilleux, c'est un endroit merveilleux. Mais on va essayer de remonter le temps et de comprendre comment vous avez découvert la Corse. Et la Corse, grâce à François Hollandini, je n'étais jamais venu en Corse et j'avais bien tort. J'aurais dû venir plus vite et plus tôt parce que c'est quand même le paradis sur terre. Et François, quand ils m'ont fait l'Expo au Lazaret en 2005, si je ne me trompe pas, je suis venu l'année d'avant pour voir les lieux, quoi. Comment vous l'avez rencontré? Mais j'ai plutôt envie de vous dire que c'est lui qui m'a rencontré. vous a trouvé. Il avait acquis une petite pièce dans une galerie à Paris et on s'est rencontrés 4 ou 5 ans après à Mac 2000 dans une expo. Et là, on est tombés amoureux l'un de l'autre en 2 secondes. Enfin, bon, vous lui poserez la question à lui, mais je crois qu'il vous dira à peu près la même chose. C'est une histoire d'amour et François, c'est un coup de foudre. Beaucoup de tendresse aussi, d'admiration, je crois. Moi, et venez samedi, je parlerai un peu de lui. Alors, justement, moi j'ai envie qu'on parle du musée et de l'anniversaire. Donc vous avez proposé une nouvelle création, 40 aujourd'hui. Il y a une quarantaine de pièces, oui. Et plus insolite encore, vous avez décidé maintenant de vous attaquer à la mer. Le projet de musée sous-marin, c'est une idée plutôt insolite. Alors, à l'origine, c'est Olivier Pourriol qui en a parlé à François. François m'en a parlé. François avait pris Olivier pour un fou. Moi, quand François m'en a parlé, j'ai dit il est fou. Et au bout de quelques jours, et par bonheur, on a installé la première il y a 3 ou 4 jours. Et c'est... Imaginez à 14 ans que j'allais avoir une sculpture posée sur la mer dans le golfe d'Ajaccio. Personne. Incroyable. Voilà, c'est pas croyable. Alors vous parlez du temps. Justement, vous pensez qu'elle va évoluer comment, votre sculpture? La sculpture, la patine va disparaître parce que l'eau va là. Et puis après, il y a une patine naturelle qui va remonter, le vert de gris du cuivre, enfin, donc du bronze. Donc vous êtes confiant? Ah, mais non, la sculpture, elle risque rien. Vous savez, les bronzes, ça dure. C'est pour ça que je fais des bronzes. J'imagine. Alors, je pense que François a eu raison de se prendre de passion pour votre travail, puisque vous avez été désigné plus grand sculpteur de votre temps. Waouh, c'est une enquête qui a été réalisée auprès d'1 millier de galeristes. C'est un classement mondial. Comment ça s'est passé? Le classement, j'étais même pas au courant de ce Surprise. truc. C'est une revue qui me défend, qui a lancé ce projet, donc j'ai eu le bonheur de finir premier et de finir premier dans je connais les 15 premiers qui sont arrivés et c'est une sélection où franchement le moins connu c'est moi. Je comprends pas très bien quoi. Il y a Ron Mueck en deuxième qui est quand même une star internationale. Quand je dis une star, c'est une star. Il y avait Ousmane Sow qui avait fait l'expo sur le Pont des Arts. Il y avait Kiefer qui avait une rétrospective à Beaubourg pendant et moi je finis devant tout ça. Il y avait Pénon, Seurat. Comment vous l'avez appris ce classement? C'est le rédacteur en chef. Alors le rédacteur en chef m'a appelé pour me dire que j'étais premier, et puis c'est un copain qui est aussi dans les 15 qui me l'a dit, et je ne le croyais pas. Quand il m'a dit ça, je vous dis franchement, je lui ai dit arrête tes conneries, dis-moi la vérité. Il m'a dit je te promets, Ron Mueck et Ousmane Sow, troisième. Sont dedans. Et Kiefer et Baselitz. Parce que vous ignoriez justement qui figurait dans le. Voilà, j'avais pas la... Du coup, champagne, ça l'a fait. On a ouvert une bouteille de champagne avec ma femme, ça de suite. C'est quelque chose important pour vous, cette reconnaissance? Non. Oui, enfin, ça fait plaisir, mais c'est pas ce qu'on cherche. Mais attendez, je m'en moque. Vous savez, j'ai réglé ce problème-là à 14 ans. C'est vrai? J'ai dit, avec le caillou. Michel-Ange Rodin, Marc Petit. Ça vous met à l'abri de la grosse tête pour un moment. Il ne faut pas oublier la seconde phrase. Et à partir de là, si vous voulez, j'espère vraiment aller le plus loin possible. Donc tout ce qui m'arrive de bien, qui jalonne mon parcours, c'est extraordinaire. Je ne vais pas m'en priver, je vais pas... et je le savoure. Mais quand je rentre à l'atelier, je suis le gamin de 14 ans qui rentre à l'atelier. Toujours. Je ne comprends rien à la sculpture.
Alors vous savez quoi, mon cher Marc, vous qui aimez les jolies rencontres, je vous propose maintenant de rencontrer Priscilla Marie-Maïzane. Elle nous attend de l'autre côté du plateau. Eh bien, C'est la écoutez, rencontre. très bien. Suivez-moi. Chère Priscilla, bonsoir. Bonsoir Vous Célia. nous attendiez sagement. Vous avez donc entendu les propos de Marc Petit ici présent. Alors Priscilla Marie-Maïzane est artiste, elle est peintre, sculptrice. Elle n'est pas venue seule. Vous êtes venue accompagnée de la Frogs Dynasty. Alors c'est votre nouvelle production artistique qui de prime abord semble assez éloignée de votre univers, Marc. Mais il faut toujours se méfier des apparences. La rencontre avec Marc, Priscilla, qu'est-ce que ça représente pour vous? Meilleur sculpteur de son temps. On ne va pas exagérer, c'est bon, on l'a dit. Moi, je suis d'abord très impressionnée parce que bon, j'ai connu Marc Petit au Lazaret, évidemment, à tous mes tout débuts en sculpture. Et donc, je suis à la fois intimidée, impressionnée et honorée de l'avoir aujourd'hui devant moi. Et surtout de savoir que mes sculptures sont à côté de moi, confrontées à son regard. Alors là, je suis un peu intimidée, un peu pétrifiée. Non, mais soyez rassurés, c'est très bien ce que vous faites. Je ne suis pas dans votre histoire parce que j'ai pas votre âge. Malheureusement, je préférerais avoir votre âge que le mien. Mais voilà, c'est très encourageant de continuer, travailler. Qu'est-ce que ça évoque comme sentiment, ce travail? La surprise, l'étonnement? Non, parce que je retrouve toutes les qualités de la jeunesse. C'est vrai. Et à la fois tous les défauts, si vous voulez, pour être tout à fait honnête. Mais c'est très propre et c'est très rare que je dise ça. Ah, donc c'est un joli compliment. Et c'est vraiment rare. Hein. Je trouve que vous êtes jeune et pour pondre ça à l'âge que vous avez, c'est... bluffant. Continuez, je vous promets, je ne le dis pas à tout le monde. Ah, je suis justement, touchée. je vous proposais de parler de votre univers pour convaincre davantage Marc. Comment vous définiriez votre travail aujourd'hui? Je ne sais pas tellement. Je pense que c'est pas à moi de le définir parce que bien souvent on comprend les choses qu'après. Mais je dirais peut-être que c'est la digestion, l'évolution de tout un savoir-faire que j'ai pu acquérir grâce à Florence Academy of Art, grâce à des sculpteurs comme Brian Posgreg. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps à étudier la sculpture classique pour essayer d'en comprendre les secrets. J'y suis arrivée qu'à moitié. C'est normal, un peu de temps quand même. Et on va dire un petit peu que ce travail aujourd'hui est une décoction de tout ce savoir-faire auquel je me suis intéressée. Et c'est une façon de se réapproprier un patrimoine culturel, un savoir-faire ancien, et puis de le remettre au goût du jour avec un message qui est celui du XXIe siècle, parce que je ne suis pas une jeune femme née dans la Renaissance, mais une jeune femme de 29 ans qui vit au XXIe siècle. Alors c'est bien beau d'apprendre toutes ces techniques anciennes, mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir les renouveler et de parler de son temps. Donc on va dire que c'est un chaos organisé entre passé et présent. On déconstruit ce qu'on a appris. C'est un peu ça, oui. Alors, le transforme. vous en avez un petit peu parlé. On va faire une petite rétro justement sur votre parcours. Vous n'avez pas commencé par la sculpture, mais vous avez effectivement une formation classique. Oui. Le point de départ, c'était quoi? Je ne sais pas tellement du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours fait des petites statues et surtout j'aimais beaucoup bricoler dans la maison. Alors je façonnais des services en papier mâché, je fabriquais des bibelots pour la maison. Voilà, j'aidais toujours mes parents quand il fallait faire quelque chose dans la maison. Mais bon, après... C'était pas des cailloux, donc. Non, c'était pas des cailloux, mais moi j'adorais la chignole, le pistolet à chauffe, tous ces bazars, à tel point que mon père a fait vitrer quand j'étais petite la petite terrasse de ma chambre pour me faire un atelier. Il avait mis des tournevis, des machins. Moi, je passais des nuits là-dedans à farfouiller dans les caisses à outils. Et puis après, tout ça, ça m'a amené finalement à quelque chose de complètement différent, mais tout aussi esthétique, qui est l'univers de la danse classique. J'étais danseuse pendant plus de 10 ans. Et au moment d'entrer au Conservatoire national supérieur de Grenoble, j'ai décidé de tout plaquer. Ah oui, carrément. Oui. Donc c'est la passion qui vous porte. Voilà, c'est ça. Non, parce que c'était quelque chose qui vous attirait autre chose que la danse, finalement. Oui, mais je sentais que j'étais attirée
vers des choses esthétiques, si on peut dire, mais la rigidité de la danse classique finalement ne me convenait pas. Et moi j'ai besoin de me sentir dépassée et j'adore les chantiers. Moi j'aime les machines, j'aime quand ça bouge, j'adore toute la partie artisanat de l'art, si on peut dire. Alors, la danse classique, c'était un petit peu trop propre. Moi, j'aime bien être mieux pleine de poussière en chaussures de chantier. C'est comme ça que je m'amuse. Donc, vous avez rattrapé le temps très, très vite, puisque vous êtes presque formée un peu seule avant de basculer, de partir à Florence, à New York, vous formez, pour en arriver à la Frogs Dynasty. Alors, dites-nous ce que sont ces vanités modernes. C'est comme ça que vous les définissez? Oui, c'est comme ça que certaines personnes les définissent. Moi, je suis un petit peu dépassée par tout ça. Hein. Vous voyez, ce sont des personnages qui sont assez envahissants, narcissiques, imbus d'eux-mêmes, rocambolesques. Alors, moi, je suis un peu dépassée, mais bon, pour la petite histoire, oui, ce sont un petit peu les nouveaux dieux grecs, puisque je ne sais pas si vous avez été informés, mais récemment, il y a eu un séisme terrifiant sur la planète. Et suite à ce séisme, la statuaire antique a été détruite, réduite en poudre de marbre. Alors c'est terrifiant, vous imaginez bien un monde sans Dieu, c'est terrible. Alors il s'est passé une chose incroyable, une après-midi, sur la côte ouest de l'île Napoléon, une petite fée, en l'occurrence c'est moi la fée, s'est mal réveillée de sa sieste suite à un coup de chaud et puis elle a jeté un sort malgré elle. Et donc toute cette poudre de marbre s'est reconstituée, amalgamée à de la résine. Ça, c'est une petite recette que je tiens, secrète, une petite recette magique. Et c'est reconstitué sous une forme complètement nouvelle, donnant naissance à une nouvelle ère complètement décadente et farfelue, celle du XXIe siècle. Donc ces personnages sont malotrus, grotesques, narcissiques, et ce sont des crapauds qui n'ont pas réussi très bien leur transformation en prince et princesse charmante. Voilà, alors ils sont alors, dans depuis... cette jolie fable, Priscilla, la vérité, il y a un fond de vérité dans tout ça, puisque effectivement c'est de la poudre de marbre. Oui. Que vous avez travaillée, et effectivement c'est une recette secrète que vous avez élaborée. Oui, alors c'est un mélange de beaucoup de choses, ce travail, parce que comme je vous disais, moi j'étais très attachée à essayer de retrouver l'héritage de la statuaire antique, puisque ça m'intéressait. Et comme je n'y comprenais pas grand-chose, je me suis dit, allons chercher chez les maîtres. Alors, j'ai farfouillé un petit peu dans tout ce bazar, et les maîtres que j'ai rencontrés m'ont beaucoup apporté, même si ce fut quand même assez bref, parce que je suis encore jeune. Mais ça a vraiment nourri ma culture, je dirais. Et puis après, c'est vrai que j'ai 29 ans et j'aime bien un petit peu tout ce qui est nouveau, et puis tous les travaux manuels. Alors j'avais sous la main mon papa qui est menuisier ébéniste et qui travaille aussi la résine, puisqu'il faisait avant les jet skis, les planches à voile et tout. Et puis mon parrain. Plus conventionnel. Et puis, et puis mon parrain qui est carrossier. Donc moi j'aime bien traîner dans les ateliers, donc forcément. Et donc prédestiné finalement. L'idée dans ce projet, je sais même pas si c'est une idée, parce que moi c'est venu tout naturellement, et puis tout cela, je vous répète, je l'ai compris qu'après, finalement. Mais je pense que le lien dans tout ça, c'est de dire, voilà, il y avait dans le temps une certaine façon de faire de la sculpture. Et peut-être que l'idée, c'était d'étudier ces symboles, ces matériaux, et puis de les déconstruire, et puis de les amener d'une manière très nouvelle dans le XXIe siècle. Donc c'est pour ça que ces sculptures c'est du marbre, mais ça n'est pas vraiment. En fait, c'est comme ces personnages, finalement, ça leur ressemble. Ils ont des prétentions, mais finalement, ce ne sont que des vulgaires crapauds. Alors, ça ressemble... C'est un peu une métaphore de ça. Et puis, à côté de ça, on a la feuille d'or, tout le travail à la feuille d'or qui est travaillé à l'ancienne. Quelle imagination, en tout cas. Et puis, les étoiles qui sont... C'est là le problème. C'est vrai. Voilà. C'est le jour où vous aurez éliminé l'histoire, tout ce que vous nous racontez, que vous deviendrez vraiment sculpteur. C'est Renoir qui disait qu'il n'était pas facteur, il n'avait pas de message. C'est vrai. Vous ne laissez pas embrouiller par votre histoire. C'est pas ça la sculpture, si vous voulez. La sculpture, c'est ailleurs.
La sculpture, c'est au profond de soi. La sculpture, c'est beaucoup plus grave que ce que vous nous racontez. C'est Michel Serres qui dit que la statuaire a toujours été liée à la mort. Si vous parliez de sculpture grecque, si vous allez voir les Phidias, le Parthénon au British Museum, comment c'est chargé, quoi, le groupe des parcs, comment c'est beau, quoi, si vous voulez. Voilà, vous êtes trop envahi par l'histoire et vous êtes plus littéraire, si vous voulez, même avec votre sculpture, que sculpteur. Ne vous laissez pas embarquer par l'histoire. L'histoire, on s'en moque. Ce que vous nous racontez, dans 3000 ans, vous serez morte. Vous ne serez pas là pour nous raconter l'histoire. Par contre, vos sculptures, elles seront là. Mais l'histoire, comme je vous dis, est venue après. Moi, quand j'ai construit cette dynastie, je n'ai pas du tout pensé à tout ça. Devenez écrivain. Écrivez l'histoire, que l'histoire puisse être passionnante, que vous soyez pleine d'imagination, c'est super. Ça prend du temps, cette transformation. Mais là, c'est l'écrivain qu'on invite, c'est pas le sculpteur. Parlez-moi de sculpture. Allez, justement. La sculpture, comment ça se bâtit, comment, à quel endroit elle est plus dense, à quel endroit vous êtes allé chercher un peu plus de mollesse pour montrer quelque chose d'autre, à quel endroit vous avez été plus forte, à quel endroit vous avez donné plus d'expression, plus de volume. Si je vous regarde comme ça ou comme ça, c'est pas la même chose. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça, c'est le vocabulaire du sculpteur, c'est le volume. Et tout le reste, c'est du blabla, si vous voulez. Et ne rentrez pas dans l'histoire, vous avez du talent. Ne vous laissez pas embarquer par les histoires. Et éliminez l'anecdote, tout ce qui est anecdotical, levez-le si vous voulez. C'est Giacometti qui disait la différence entre une sculpture abstraite et une sculpture, je ne sais même plus de quoi il parlait, sculpture étrusque. Il disait, s'il prend la sculpture étrusque, il la casse en 4. Enfin, s'il casse une sculpture abstraite en 4, il n'y a plus d'objet. S'il prend une sculpture étrusque, il la casse en 4, il a 4 sculptures étrusques. C'est vrai. Ça rejoint ce que Michel-Ange disait quand il disait, de toute manière, dans une sculpture, il faut la jeter du plus haut rocher qu'on peut et on garde le plus gros morceau. Le gros morceau doit contenir la sculpture. Vous voyez qu'on est très loin de l'histoire. Le petit bout du genou, il doit vous dire la sculpture entière. On se décharge du superflu. Mais justement, vous parlez de Giacometti. Je vous propose d'accueillir Marie-Jo Harrig-Landine qui va nous parler de son travail. Marie-Jo, bonsoir et bienvenue. Alors, les sculptures décharnées de Giacometti. C'est vrai, quand on voit votre travail, Marc Petit, on pense quand même à Alberto Giacometti. Alors, c'est un sculpteur. Bon, je vais revenir un petit peu sur son parcours. C'est un sculpteur suisse qui est né en 1901, qui a eu une formation très académique. Son père était peintre. Il a fait les Beaux-Arts de Genève. Et puis, il est arrivé à Paris en 1922. Et il a fréquenté l'atelier d'Antoine Bourdelle. Alors, voilà, Antoine Bourdelle, on connaît un peu ça. Vous avez Colin Lemoine qui a écrit un bouquin sur les liens entre Bourdelle et Giacometti qu'il faut absolument lire, qui est un miracle de petits livres sur la sculpture. Pardon, et il faut absolument aller voir le musée aussi Bourdelle à Paris. C'est rue Antoine Bourdelle, c'est pas difficile de se rappeler de l'adresse. C'est dans le quartier de Montparnasse, c'est vraiment un lieu magique, c'est vraiment superbe. Alors c'est à Paris qu'il va découvrir le cubisme, l'art africain, la statuaire grecque aussi. Et il va commencer par des sculptures en plâtre, puis ensuite il va arriver au bronze. Mais au début, son style, moi je trouve qu'il se rapproche plus du style de Brancusi que de ce qui va être après le plus connu pour lui, avec la femme cuillère, la femme plate, la boule suspendue, etc. On est dans des formes qui sont un peu plus proches de Brancusi. Après, en 1931, il va intégrer le mouvement surréaliste. Il va en être exclu en 1935. Bon, c'est normal, hein, les surréalistes adoraient exclure tout le monde, surtout André Breton était comme ça. Il a exclu quand même Soupeau. Une tête, on sait comment c'est une tête. Mais il a exclu Soupeau, il a exclu Mata, il a exclu Dali. Enfin bon, ça a été assez... Ouais, ça faisait partie du délire surréaliste, mais c'était très bien aussi. Et puis dans les années 46-47, il commence justement cette sculpture, c'est à affirmer cette culture qu'on connaît très bien, ces formes longues et filiformes. On vient de voir, je pense, L'homme qui marche. Oui. Et c'est vraiment une période très particulière. Et il a une sculpture, du coup, là, qui est vraiment... qui sort du commun. Hein. Je crois qu'il est à peu près le seul à ce moment-là à faire ce type de sculpture. Il y a en même temps ces formes longilignes et puis en même temps un travail de la matière qui est extrêmement visible, extrêmement présent. On n'est pas du tout sur du mayol ou sur ce genre de travail.
sur le rapport qu'on a avec le temps. Là aussi, si vous voulez, il se mettait en colère, en rogne, pas possible, quand sa femme posait, il la faisait poser 48 heures d'affilée. Et alors, quand elle s'endormait, il l'engueulait. Un jour, il paraît qu'il est rentré dans une colère noire, parce que tout était tracé au sol pour que la chaise, la distance soit toujours la bonne. Elle avait bougé la chaise en s'endormant, et ça marchait plus, et il s'est foutu à gueuler. Il paraît que c'était un tyran pour la pause, effectivement. Tout à fait. Écoutez, on finira d'en parler un autre jour, mais effectivement, mais on sent la passion. Hein. Je suis un amoureux fou de Giacometti et de l'homme. Il faut voir la vie de Giacometti, c'est incroyable. Incroyable, un film. Voilà. Merci infiniment à tous d'être venus. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait Paul Éluard. On rappelle les 10 ans du musée Marc Petit, les statues à découvrir, 40 aujourd'hui. Et maintenant, elles investissent même le bord de mer. Ça, c'est chose faite. La France Dynastie, merci Priscilla d'être venue nous présenter votre travail. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et je vous dis à très vite. Ciao.